Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission du particulier. Nous allons dresser un bref bilan de l'année 2023 du point de vue de l'économie et des investissements pour vite nous intéresser bien sûr aux perspectives 2024. Immobilier, bourse, assurance vie, comment investir au mieux dans les prochains mois. Aujourd'hui, je suis en plateau avec Pauline Collet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du développement et du marketing d'Alderan. En un mot, Alderan ? Alors, Alderan, c'est une société de gestion de portefeuille immobilier prometteuse qui s'est notamment fait connaître par sa spécialité sur la classe d'actifs activités logistiques. Alexandre Boutin, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes directeur ingénierie patrimoniale de Primonial. Primonial, c'est une société de gestion de patrimoine leader sur son marché qui conçoit des solutions d'épargne financière immobilière et qui les distribue via des conseillers en gestion de patrimoine, salariés ou non, au profit des épargnants. Et nous sommes en plateau avec Pierre Puchol, bonjour. Bonjour. Responsable de partenariat et investissement chez Investisseurs Privés, qu'on connaît en Oui, deux mots. Tout à fait. Investisseurs Privés, cabinet de gestion de patrimoine dédié notamment aux lecteurs du particulier Figaro et qui propose des solutions d'investissement immobilier ou financier, notamment avec Alexandre et Pauline. Alors, commençons avec l'année 2023 qui a été marquée par les incertitudes. Vont-elles se dissiper en 2024 ? Deux éléments importants selon vous, Pierre Puchol. Alors oui, l'année 2023, au même titre que les années précédentes, a eu son lot d'incertitudes, mais principalement le fait marquant a été en fait la hausse des taux rapide qui s'est légèrement contractée à partir d'octobre 2023, où il y a eu des taux qui sont passés de 0 à 4,5. On peut parler clairement de choc obligataire, c'était du jamais vu. Et aujourd'hui, il y a eu une proposition notamment sur la partie inflation, où ça a commencé à refluer un petit peu, qui était le but de la BCE. Et il y a un doute qui peut percevoir sur la croissance, l'emploi pour l'année 2024. Alors est-ce que ça va se dissiper ? On va le voir dans le temps. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2023, Alexandre Boutin ? On évolue dans un environnement chrysogène. Donc les crises se succèdent de manière rapide. Cette rapidité, elle est exacerbée par les moyens de communication modernes. Aujourd'hui, l'information circule extrêmement rapidement. Effectivement, le point marquant de cette année, cette hausse des taux importante, 450 points de base, et rapide, en 6 mois, qui a une influence directe sur les différentes classes d'actifs. Alors, parfois bénéfiques, au profit de la classe d'actifs, comme tout ce qui est support de taux, donc les livrets bancaires, les fonds euros, les fonds obligataires, les produits structurés à formule garantie qui sont revenus au goût du jour. Et puis, cet effet taux, il est négatif pour la classe d'actifs immobilière, puisqu'on cherche de la prime de risque qui est moins là, même s'il ne faut pas confondre toutes les classes d'actifs immobilières, puisqu'il y a différents sous-segments entre l'hôtellerie, la logistique, la santé, etc. Alors les avis sont unanimes autour de ce plateau. Pauline Collet, ce sont bien les taux qui ont marqué 2023. Oui, je crois qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a une hausse des taux rapide et soudaine en 2023, ce qui a induit un retournement du marché de l'immobilier et entraînant parfois des baisses de prix de part de certains véhicules SCPI. Pour autant, je crois qu'on s'accorde aussi à dire que toutes les classes d'actifs n'ont pas été logées à la même enseigne. L'hôtellerie a été peu impactée. La logistique a été impactée quant à elle. En revanche, elle a été impactée beaucoup plus tôt, dès juin 2022. Et en fait, c'était plutôt le dégonflement de certaines valeurs qui avaient beaucoup augmenté post-crise sanitaire. Et on assiste depuis la mi-année, d'ores et déjà, à une stabilisation, une quasi-stabilisation, un quasi-retour à la normale sur les valeurs, sur cette classe d'actifs. Alors justement, l'année 2024 sera-t-elle plus lisible sur les différents marchés ? C'est la question. Quelles sont vos convictions en immobilier, en bourse, en assurance vie ? Alexandre Boutin, tout d'abord. Alors, il faut avoir des convictions, mais je pense qu'il faut être aussi assez humble dans ses convictions. On attend effectivement une stabilisation des taux, en tout cas à la fin des hausses de taux, avec, on espère, une certaine détente. Le marché de l'immobilier, même s'il n'est pas homogène, doit continuer à s'adapter à ce nouvel environnement de taux. Et puis, dans la continuité de 2023, je pense que tout ce qui est support d'investissement avec un fondement taux, comme les fonds euros, les obligataires ou les livrets, devrait continuer à pouvoir être attractifs courant 2024. Pauline ? Alors, on pense que 2024 est une année où les taux vont, ou devraient... Devraient, quand même. On n'a pas de boule de cristal, mais devraient se stabiliser. En tout cas, sur le marché de la logistique, on considère que les corrections attendues l'ont déjà été. Et puis, je rappelle que c'est un marché particulier où les taux de vacances sont extrêmement faibles, où le foncier se raréfie, où les loyers augmentent, plus 50% depuis 2018. C'est donc un marché finalement assez tendu et donc il n'est pas impossible que cette classe d'actifs retourne vers des chemins plus haussiers d'ici 2025.
Pierre Puchol, une année plus lisible? Alors, plus lisible, c'est toujours compliqué. Ouais. Effectivement, je rejoins Alexandre sur cette notion d'humilité. Par contre, ce qui va être important, c'est qu'il va y avoir des opportunités, à la fois sur la partie immobilière et financière. La question, c'est est-ce qu'on va être assez agile et flexible pour pouvoir les saisir? Tout va dépendre encore de la stabilisation des taux, mais aussi par rapport à la croissance, l'emploi. On est dans une année peu lisible, mais avec des opportunités. À nous d'être le plus agile pour nos clients. Alors justement, maintenant, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'investir dès 2024, Pauline? Qu'est-ce que vous diriez? Je crois qu'en fait, il est intéressant d'investir en permanence. En permanence, oui. Il faut se fixer des objectifs, s'y tenir. Et puis, je pense que très clairement, 2024, comme 2023, est un marché d'opportunités, notamment d'opportunités immobilières. Et donc, c'est dommage de s'en priver. C'est pas dit que ces opportunités se présentent pendant les 5 ans à venir. Donc, autant profiter des marchés quand ils sont bas. Pierre? J'aime bien faire le parallélisme avec une bonne bouteille de vin. On achète des millésimes un peu chaque année, notamment pour avoir soit une bonne année, une mauvaise année, mais c'est toujours important d'investir de manière progressive dans le temps. Pourquoi? Parce que si on est dans l'attentisme, on ne fait rien. Et quand on ne fait rien, c'est le pire ennemi de l'investissement au final. Alexandre? Moi, j'ai envie de dire, commencer à investir. Déjà, il faut commencer. Donc, pourquoi pas 2024 fixer des objectifs, c'est important. Quand on a des objectifs de création de revenus complémentaires au moment de la retraite, d'aider ses enfants à s'installer lorsqu'ils ont atteint la majorité, eh bien, ça implique nécessairement de se forcer à faire quelque chose. Et plus on commence tôt, mieux c'est. J'aime bien cette métaphore. C'est quand on commence à investir avec un objectif à 20 ans, peut-être que le poids de cet investissement dans le budget, s'il y a un effort d'épargne à faire, c'est une bille. Quand on est à 15 ans, ça devient un calot. Quand on est à 10 ans, c'est une boule de pétanque, et puis à 5 ans, c'est une boule de bowling, et c'est impossible d'atteindre son objectif parce que le poids de l'effort d'épargne est trop important. Donc effectivement, la régularité, et puis commencer, si possible, le plus tôt possible. C'est vrai, si l'investissement se passe de la bille au bowling, c'est pas mal, en volume, c'est pas mal. Vous voulez revenir sur l'attentisme aussi, ça fait mal au marché. Oui, je crois qu'en fait, ce qui fait mal au marché, c'est l'attentisme et la peur. Ouais. Je crois que sur les marchés financiers, par exemple, les gens se posent moins de questions. Ils investissent de façon régulière et ils investissent de façon beaucoup plus régulière que les marchés augmentent ou diminuent. Et ils investissent plus que sur les marchés immobiliers ou notamment sur l'immobilier tertiaire. Ils se posent un peu moins de questions. Un peu moins de questions. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, de manière générale sur comment on peut aborder 2024. Rentrons maintenant dans le cœur de cette émission. Nous allons tout vous dire pour bien investir cette année dans l'immobilier, dans l'assurance vie et pour sa retraite. Alors tout d'abord, on va commencer par l'immobilier, si vous voulez bien. Quelles sont les solutions pour bien investir en 2024? Pierre Puchol. Alors, dans l'immobilier, il y a 2 catégories, l'immobilier de jouissance et l'immobilier de rendement. Lorsqu'on parle d'investissement, on va partir sur l'immobilier de rendement et principalement, quel est le meilleur véhicule pour choisir son investissement? C'est principalement les parts de SCPI. Après, on l'a vu, effectivement, les parts de SCPI, selon le secteur, elle a été touchée plus ou moins en 2023, notamment l'immobilier de bureau, et vous avez l'immobilier de santé, la logistique, l'hôtellerie et les résidentiels. Pour cela, il faut se dire, on va constituer un portefeuille comme un portefeuille financier de parts de SCPI. Comme ça, vous serez en diversification et vous pourrez mécaniquement bien investir et pouvoir amortir à la hausse, à la baisse, les différentes crises qu'il peut y avoir. Pauline, quel type de SCPI vous proposez? Alors, chez Aldera, on propose 2 véhicules d'épargne grand public pour des gens qui cherchent des revenus récurrents sur une période recommandée de 8 ans minimum. C'est toujours important de le rappeler. Oui, c'est 8 ans, absolument. Alors, une première SCPI thématique, Activimo, qui a été lancée en 2019, qui est dédiée à une classe d'actifs qui est différenciante, porteur et porteuse et résiliente, qui est la classe d'actifs activité et logistique, et notamment la logistique urbaine. Et cette SCPI, elle est disponible aussi bien en assurance vie, en direct ou à crédit. Et puis, un autre véhicule, une deuxième SCPI, lancée beaucoup plus récemment, qui est dédiée aux investisseurs qui n'ont pas envie de payer trop d'impôts et qui investit exclusivement hors de France. Et cette SCPI s'appelle Comet. Alexandre Boutin, comment investir en immobilier cette année? J'ai envie de dire, immobilier direct ou immobilier indirect, peu importe, a priori, il y aura des opportunités à saisir. Moi, je pense que même si on saisit une bonne opportunité, quelle qu'elle soit, il faut bien analyser la situation fiscale, patrimoniale de nos épargnants, de nos clients, parce que finalement, même un bon choix froid sur le rendement, la situation du bien, etc., peut être annihilé par des effets fiscaux qui sont négatifs. Si je prends un investissement immobilier Pinel, c'est la dernière année du dispositif, finalement, si je réalise cet investissement et que je n'ai pas le levier fiscal du dispositif, parce que j'ai déjà fait le plein de mes avantages fiscaux avec le fameux plafond global des niches fiscales à 10 000 €,
j'aurais pas ce levier, c'est bien dommage. Sur la SCPI, c'est un peu le même sujet. Je peux avoir une SCI avec des sous-jacents intéressants, avec un rendement et une bonne gestion locative de ma SCPI, mais si je suis fortement fiscalisé et que je l'achète au comptant, je vais tout de suite me générer une imposition forte au niveau de mon niveau d'imposition, imaginons 45%. On va supporter en plus les prélèvements sociaux, 17,2%. Pour un peu que je sois très très bien doté, j'ai encore la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui va venir s'additionner. Ça veut dire que je vais payer quasiment entre 62 et 65% de fiscalité sur mes revenus. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc la situation patrimoniale, l'analyse préalable de la situation du client est extrêmement importante pour pouvoir faire une préconisation en adéquation. Et une autre façon d'investir aussi, c'est le club deal. Oui, tout à fait. Pour des gens qui n'ont pas besoin de revenus récurrents, mais qui ont besoin et qui ont envie de faire fructifier leur patrimoine sur une période moyenne de 6 ans, eh bien, nous proposons une autre gamme de fonds, la gamme Vadora, qui permet aussi, là encore, d'avoir une fiscalité parfois attractive, puisque ce fonds peut être référencé dans le cadre d'un PEA, d'un PEA-PME, ou alors en direct ou dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors voilà pour l'immobilier. Maintenant, comment investir dans l'assurance vie en 2024 ? Faut-il revenir vers les fonds en euros ? Sinon, quel type d'unité de compte privilégier ? Alexandre Boutin. L'assurance vie, c'est une très belle enveloppe qui a des avantages fiscaux au bout de 8 ans en cas de création de revenus complémentaires, mais également en matière de transmission, puisqu'on a un cadre fiscal plutôt favorable. L'autre attrait de l'assurance vie, c'est que ça couvre finalement quasiment toutes les classes d'actifs, de la plus prudente à la plus dynamique. Donc on a le fonds euro cette année qui bénéficie de cette hausse de taux et qui va a priori pouvoir distribuer des rendements aux alentours de 2-4% pour les meilleurs taux bonifiés. On disait que le fonds euro était mort, il n'est pas si mort que ça. Il n'est pas mort. Non. Deuxième classe d'actifs à l'intérieur de l'assurance vie qui devrait tirer son épingle, c'est le fonds obligataire, donc avec des fonds obligataires soit datés, soit non datés, avec des rendements actuariels qui sont aujourd'hui entre 3,5% et 8% en fonction de la qualité de signature des émetteurs et la durée des souches obligataires. Troisième grande catégorie, les structurés. Structurés, aujourd'hui, nous ont fait, en tout cas en 2023, l'opportunité de retrouver des taux garantis et des capitales garantis, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps, avec des possibilités d'aller chercher des rendements un peu plus attractifs si on baisse la garantie en capital. Et puis, la quatrième grande classe d'actifs à travers l'assurance vie qui a été démocratisée à travers la loi Pacte, c'est le private equity. Chez Primonial, on essaie de faire en sorte d'offrir des gammes de private equity qui soient liquides, ce qui n'est pas forcément l'essence même du private equity, avec de la qualité institutionnelle et des seuils d'accès qui sont relativement raisonnables. Pierre Puchol, est-ce qu'il faut revenir vers les fonds en euros cette année ? Alors oui, bien évidemment, puisque forcément les fonds euros rapportent 2, 3 à 4% en fonction des assureurs et des bonus qu'on peut avoir. Pour éviter de paraphraser Alexandre, ce qui va être important aussi, c'est de déterminer les horizons de temps. Court terme, moyen ou long terme. À court terme, oui, le fonds euro, techniquement, il nous rapporte de l'argent, donc il faut y aller dessus. Par contre, il ne faut pas oublier qu'un investissement, c'est aussi du moyen et long terme. Et dans ce cas-là, on va sur d'autres classes d'actifs, telles que le private equity, la dette privée, les infrastructures. Vous pouvez également revenir sur le marché action de manière prévisible au fur et à mesure du temps. Vous allez faire des investissements programmés. Donc toujours ne pas oublier le parallèle. À court terme, je prends peu de risques, donc le fonds euro me rapporte, d'accord. Par contre, à moyen et long terme, on prend plus de risques et on s'expose à d'autres unités de compte. Voilà pour l'assurance vie. On passe à la retraite, si vous voulez bien. Il n'est jamais trop tard pour investir pour sa retraite, bien sûr. Comment bien choisir son PER ? Alors, le PER, ça a été adopté dans le cadre de la loi Pacte, c'est le plan d'épargne retraite. Il semble avoir rencontré son succès, et son épargne et son public. Alors pourquoi ? Parce que les anciens dispositifs d'épargne retraite sortaient mécaniquement sous forme de rente. Et aujourd'hui, le PER offre la capacité à sortir en capital au moment du départ à la retraite. Et puis, il offre aussi, pour le PER assurance, cette possibilité de transmettre du capital dans le cadre assurantiel, comme l'assurance vie, ou à quelque chose près de la même chose. Le PER, selon nous, en termes de sélection, ce qui est important, c'est d'avoir finalement la même architecture qu'un contrat d'assurance vie, c'est-à-dire une large palette d'unités de compte et de fonds euros, si possible. Et puis, la question des frais, qui revient souvent dans la sélection des PER. Pour moi, le zéro frais n'est pas synonyme forcément de qualité. Il faut le juste frais pour les justes conseils et les justes garanties associées à ce type de plan. Et je prends juste l'exemple de la garantie d'essai plancher, qui est une garantie qui est parfois incluse ou non dans les frais de gestion du contrat et qui permet finalement de garantir aux ayants droit
en cas de décès du souscripteur, que le capital investi par le souscripteur leur sera transféré. Ça veut dire que peu importe les aléas de marché à l'intérieur de mon PER, je peux prendre des risques pour moi en qualité de souscripteur, mais je garantis à mes ayants droit qu'ils ont le capital à minima investi, transmis. Pierre Buchol, vos conseils pour ce PER et la retraite? Déjà, c'est passer par un conseiller en gestion de patrimoine, parce que sa fonction, c'est aussi d'être courtier. Donc, d'aller sélectionner un contrat PER parmi plusieurs assureurs. Et dans cette sélection-là, alors on va revenir sur la question des frais. Aujourd'hui, le marché a une tendance à faire baisser les frais. Alors, le frais à zéro, je suis d'accord, effectivement, il ne faut pas que tout soit à 0% parce qu'il n'y a pas de qualité de service, effectivement. Par contre, il faut qu'il soit juste et identifié, surtout qu'on puisse l'expliquer aux clients. Donc, quand on va chercher des contrats sur les frais d'entrée, les frais de versement, les frais d'arbitrage, mais aussi les frais de gestion, qui va être une thématique importante sur l'année 2024, il faut pouvoir ici l'expliquer aux clients comment ça marche. Parce que généralement, on parle beaucoup, il y a beaucoup de frais, c'est pénalisant, etc. À nous de bien l'expliquer. D'autre part, un bon PER aussi, c'est aussi de sélectionner est-ce que c'est un PER assurantiel ou un PER de type compte-titre et qui rentre dans la fiscalité successorale. Généralement, on n'en parle pas beaucoup aussi. Donc il y a tout un élément comme une assurance vie de sélection à avoir avec son CGP. Un mot pour clore ce chapitre retraite quand même, Pauline? Oui, je crois qu'il est quand même important de diversifier ses investissements, même pour préparer sa retraite, si je puis dire. Et donc, n'oublions pas les SCPI, qui sont quand même un formidable outil pour préparer sa retraite. C'est aussi effectivement un bon véhicule. Alors, il y a cette année les investissements à faire, il y a aussi les impôts, bien sûr, à regarder de très près. Comment payer moins d'impôts en 2024? Est-ce que vous avez des conseils, Alexandre? Alors moi, j'aime pas trop le terme économie d'impôt. Je préfère le terme levier. Ouais. Le levier, par définition, il améliore le rendement d'un investissement. Donc quand il y a des économies, ça crée du levier et ça améliore le rendement d'un investissement. Pour autant, effectivement, il y a des dispositifs qui permettent de réaliser du levier. Le PER en est un. Le PER, il joue sur le montant et l'assiette qui sera imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc je vais jouer sur le montant imposable, ce qui me permet, grâce à des versements individuels déductibles, de minorer mon imposition et de créer du levier supplémentaire. Et puis j'ai d'autres dispositifs qui, eux, qui s'appliquent directement à réduire le montant de l'impôt. Donc ça dépend d'un montant investi et puis d'un taux, comme les FIP FCPI, où on investit jusqu'à 12 000 € avec un taux de réduction d'impôt de 25. Donc je vais appliquer 25% à cette enveloppe maximum de 12 000 € pour me créer une réduction d'impôt qui va directement s'appliquer sur le montant de l'impôt. Pierre, les impôts. Alors, les impôts, Alexandre a déjà donné beaucoup de dispositifs. Simplement, il faut garder qu'en ce début d'année, généralement, les comportements se dirigent vers du Gérardin industriel, qui est la réduction d'impôt la plus forte, mais attention aussi la plus risquée. Après, hormis le plan d'épargne retraite, vous avez aussi des FIP FCPI. Et nous, on met en place, en tout cas, on propose à nos clients des investissements qui investissent dans le viager solidaire. Et en contrepartie, vous avez une réduction d'impôt de 25%. Donc ça permet de donner du sens à son épargne aussi également. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur ces supports d'investissement et leur intérêt spécifiquement pour 2024. Abordons maintenant la dernière partie de cette émission sur l'accompagnement dans vos investissements. Pourquoi est-il important comme ça de se faire accompagner pour bien investir en 2024, Pauline? Alors je pense que dans le contexte actuel, et je dis bien dans le contexte actuel, il est important de pouvoir garder la tête froide, de se recentrer sur ses objectifs initiaux, préparer sa retraite, préparer les études de ses enfants, acheter par exemple sa résidence principale. Et donc tout cela évite d'agir sous le coup de l'émotion dans un contexte chrysogène et qui est bien entendu mauvaise conseillère. Pierre? Pourquoi être bien accompagné? Parce qu'il y a trop d'informations aujourd'hui. L'information, tous les jours, vous avez quelque chose, soit sur le marché financier, soit sur le marché immobilier. Donc à un moment donné, c'est quasiment impossible de trier. Sauf que ça, c'est notre rôle en tant que conseiller de gestion de patrimoine. Un particulier, il ne pourra pas assimiler toutes les informations. Donc notre rôle, c'est de dire voilà les informations importantes, comment on les trie, on les sélectionne, et après de dresser aussi une structuration dans le cahier des charges du client pour arriver à une stratégie sur mesure. Alexandre? Je vais rebondir sur ce que dit Pierre, en complétant un tout petit peu. Effectivement, le fait de trier l'information, c'est quelque chose qui est difficile. Il y a un flux régulier d'infos et c'est très difficile de faire le tri. Je pense que la structuration de l'approche patrimoniale est indispensable. Quand on fixe des objectifs, ça évite de dévier de ces objectifs et d'être accompagné. Donc il faut prendre en considération la situation matrimoniale, civile, successorale, budgétaire, fiscale. Fiscale, ce n'est pas que l'impôt sur le revenu, ça peut être aussi l'impôt sur la fortune immobilière. Et faire en sorte de mettre en place une stratégie en adéquation avec ses moyens et son horizon de temps.
Pierre, on rappelle qu'il existe 3 modes d'accompagnement. Comment faire pour bien choisir celui qui nous correspond le mieux? Alors, notamment en matière financière, les 3 modes d'accompagnement que vous avez, c'est la gestion libre, où en fait, tout simplement, le client cherche le meilleur contrat. Donc, on va juste être là pour proposer le meilleur contrat et il va faire sa propre sélection et passer les ordres. Soit sinon, il souhaite avoir le conseil de son CGP et tout simplement avoir une allocation et travailler avec lui cette allocation. Mais c'est le client qui dispose, au final, qui va donner l'ordre de passer les arbitrages. Sinon, il fait une totale confiance au conseiller en gestion de patrimoine, ou à la société de gestion. Et dans ce cas-là, il y a une totale délégation de l'arbitrage. C'est vrai, on a vu, la conjoncture évolue très rapidement et fortement sur les différents marchés. Comment prendre les bonnes décisions de placement dans ce contexte? C'est difficile, hein? Je crois que le plus simple, mais c'est pas chose aisée, c'est d'être aguerri, de comprendre les marchés. Je pense que c'est pas idiot de travailler avec des gens qui ont déjà subi des crises, qui garderont peut-être davantage la tête froide. Je sais qu'on parle beaucoup de primes à la jeunesse et à la nouveauté dans le milieu de la SCPI, mais n'oublions pas quand même que les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. L'expérience et l'âge, c'est bien aussi. Tout à fait. Ça peut servir. Alexandre. Celui qui survit, c'est celui qui s'adapte. Ouais. En tout cas, il paraît. C'est important encore une fois, bien définir des objectifs et d'essayer de s'y tenir. Le fait d'être accompagné, ça évite effectivement d'être en surréaction par rapport à des mouvements de marché qui peuvent être brusques. Je prends l'exemple de SCPI qui ont été achetés à crédit. Si le taux de crédit est bien négocié au démarrage, si j'ai mon rendement qui est supérieur à mon taux de crédit, si j'ai une assurance décès invalidité qui me couvre patrimonialement et ma famille, pourquoi remettre en cause cet investissement alors que globalement il fonctionne et qu'il n'y a pas de raison de changer du tout au tout de stratégie. Donc important de se tenir à ces objectifs tout en restant évidemment adaptable et souple pour éviter de subir trop de contraintes. Pierre ? Pour compléter, en matière financière, il y a des nouvelles options qui sont apparues sur les contrats et qui sont mises en avant, notamment dans cette période où il y a beaucoup de crises qui succèdent. Vous avez généralement, quand vous avez un capital à placer, vous pouvez le passer automatiquement sur du fonds en euros, mais vous pouvez mettre en place des arbitrages progressifs, ce qui permet en fait d'accompagner les chocs de marché et de dire tous les mois, j'investis une partie de mon épargne sur les marchés financiers. Ça permet de lisser à la hausse, à la baisse les points d'entrée. Et donc ça peut être un bon moyen pour être flexible. Alors voilà, cette émission touche à sa fin. Alors avant de nous quitter, est-ce que vous auriez quand même un dernier conseil à donner à nos investisseurs qui nous regardent aujourd'hui, Pauline ? Alors, en 2024, plus que jamais, il faut arrêter de tout lire sur Internet. Et chose essentielle, il faut plus que jamais faire marcher son cerveau. Bien, on va noter les devises. Pierre ? D'être surtout accompagné par un professionnel du secteur, ça permettra de structurer les choses. Alexandre ? Trop d'infos tue l'information. C'est une autre devise. C'est comme l'impôt. Ouais. L'info et l'impôt, c'est presque la même chose. Ça peut. Et faire en sorte, si on s'informe, de s'informer correctement et d'être accompagné. Eh bien, merci beaucoup vraiment à tous les trois pour tous ces conseils pour ce début d'année 2024. Merci Pauline Collet de Aldéran, Alexandre Boutin de Primonial et Pierre Puchol d'Investisseurs Privés. Si vous souhaitez avoir des précisions ou d'autres informations ou des compléments d'informations, eh bien, vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités par mail. Les coordonnées vont s'afficher dans le générique de l'émission. Merci, très bonne année et à bientôt.